Je pense que ça marche là, ça enregistre ici au pire. Bon du coup bonjour à tous. Les gars, ça va commencer. Ça le live. Ça me va rien le live. Diffusion. Vas-y, vas-y. Ok. Bon du coup aujourd'hui on va discuter réseaux sociaux. L'idée je pense que c'est qu'on a tous plus ou moins des projets, travailler en entreprise où on a des sites web dans son coin qu'on aimerait bien promouvoir. Et ça peut être utile des fois d'utiliser les réseaux sociaux pour ça. Moi j'ai monté une start-up de mise en relation spécialisée dans le community management il y a de ça 1 an et demi. Et du coup j'ai développé une expertise dans les réseaux sociaux, essentiellement en tant que planner strat. Je m'occupe pas de faire des posts, ce genre de choses, parce que justement c'était tout le principe de la start-up, c'était de mettre en relation avec quelqu'un qui allait faire les posts. Mais du coup, voilà, mon discours il a toujours été orienté vers les entreprises qui existent déjà depuis quelques années, et l'idée c'était de les aider à promouvoir leur savoir-faire sur les réseaux sociaux pour les aider à en faire un vrai canal de communication et un vrai canal d'acquisition. Pour se remettre juste un peu en perspective de ce qui est intéressant de faire, quand on monte un projet, quand on monte une entreprise, un site web, n'importe quoi, on passe toujours par 3 étapes. On cherche toujours à trouver le bon produit. Trouver le bon produit, ça passe par du design thinking, par du product management. On commence à chercher des features qu'on va avoir envie de faire. On fait des recherches sur le marché. Donc c'est pour ça le marketing et le customer development qui en fait sont des méthodologies qui vont aller chercher des informations directement auprès des consommateurs futurs de vos cibles. Et on va apprendre leurs problèmes pour leur trouver des solutions grâce à la méthodologie Lean Startup et Agile au moment de construire. Et on se rend compte qu'une fois qu'on a construit, donc ce qu'on fait quand on développe les outils web, ce qu'on est en train de faire avec THP, derrière, on a besoin de le vendre. Et finalement, dans ces 3 étapes, on a 2 étapes sur les 3 dans lesquelles il faut qu'on soit proche du marché. La première étape, la conception d'idées, faire des études de marché, se rendre compte des besoins, des problèmes, et du coup bien comprendre. Et derrière, une fois qu'on a construit notre produit, c'est réussir à la vendre correctement par des techniques de marketing digital, mais aussi par des techniques de gros hacking. Donc on se rend compte de l'importance en fait d'être proche du marché. On n'est pas des géo-trouve-tout qui restent dans leur place, enfin dans leur petit coin, qui vont avoir des idées, qui vont essayer de les construire sans se rendre compte ou pas si ça répond à un problème. Justement l'idée, c'est de se rendre compte des problèmes qui existent dans la société et d'essayer du coup de trouver des solutions en fonction de ses passions évidemment et puis de ce que vous avez envie de faire dans la vie. Il y a du coup un métier qui s'est développé il y a quelques années de ça, le métier de product manager, qui en fait fait le lien entre les équipes de dev, les équipes d'UX et de design, tout ce qui est stratégie de l'entreprise de manière globale et le marché. Et en fait, il fait le lien entre tout ça. Moi, c'est un métier qui m'intéresse beaucoup, c'est pour ça que j'en parle. Et c'est pour ça que c'est intéressant de maîtriser la tech, mais aussi le marché et l'aspect stratégie d'un business ou l'UX, le design, etc. Donc on va se positionner en fait à la place du product manager et on va essayer de voir ce qu'on peut faire, dans quel sens on construit un produit et derrière comment les réseaux sociaux peuvent nous aider à mieux construire ce produit-là et à mieux le vendre. Donc en général quand on commence avec une idée, on a tendance à faire ça, c'est-à-dire qu'on se dit moi je veux faire une usine à gaz, mon truc qui va faire le café le matin, etc. On veut qu'il ait toutes les features du monde, mais en fait on en oublie souvent l'essentiel. Et le bon schéma, il est plutôt de faire ça. On veut monter une voiture, on ne va pas commencer par faire des roues, puis rajouter un cadre et une carrosserie, tout ça. On va commencer en fait juste par regarder ce que c'est qu'une voiture, à quels besoins ça répond, et comment on peut répondre aux besoins avec le minimum de features possibles, avec le minimum de caractéristiques possibles. Donc à partir de là, on se rend compte que finalement, un skateboard, c'est aussi un moyen de transport, que ça répond déjà aux besoins de se déplacer, et que finalement, les 4 étapes sur lesquelles on n'a pas réussi à développer notre produit, à le vendre, à le rendre sexy pour la masse et du coup pour trouver des utilisateurs, finalement on se rend compte qu'une trottinette ou un skateboard, ça peut faire la différence. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut se mettre pour construire ce qu'on appelle un MVP, un Minimal Valuable Product, qui va vous aider du coup derrière à itérer sur vos idées et à construire votre Google, votre Airbnb de demain. Du coup, on en arrive aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, je pense que vous connaissez tous l'histoire de je connais Obama en 7 personnes, les 7 degrés de séparation. Ça, c'était valable dans les années 80. On connaissait une personne qui connaissait une personne qui connaissait une personne par le cousin d'un machin qui connaissait Obama. Mais en fait, aujourd'hui, grâce à Facebook, et c'est 1 milliard d'utilisateurs depuis le début de l'année,
on n'est plus qu'à 3,5 degrés de séparation. Ce qui fait que les 7 milliards d'habitants sur Terre sont juste séparés de 3 personnes les unes entre elles. Ce qui fait en fait un potentiel gigantesque pour aller chercher de l'information sur le marché, trouver des idées, trouver des mentors, des gens qui vont pouvoir vous aider, vous donner plus d'informations ou juste vous dire moi j'ai déjà travaillé là-dessus et je peux peut-être vous aider là-dessus. Et on se rend compte aussi que les réseaux sociaux, c'est en augmentation croissante, le nombre d'utilisateurs est en augmentation croissante depuis 2008. Et on a même doublé le nombre d'utilisateurs entre 2008, 2009 et 2017. Facebook, MySpace, LinkedIn, Twitter, etc., tout ça compris. Les réseaux sociaux, ça a impacté énormément aussi sur la manière de consommer. Globalement, aujourd'hui, on le fait tous, on regarde en ligne, on regarde sur son téléphone avant d'acheter, soit on achète en magasin, soit on achète directement en ligne. Et du coup, les méthodes de gros hacking notamment vont faire appel à beaucoup plus de champs de compétences qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, pour vendre un produit, on n'avait pas forcément besoin de connaître la tech, on n'avait pas forcément besoin de connaître les outils qui existent sur le net. On avait un produit, on allait voir quelqu'un, on lui disait tiens, t'en veux, est-ce que ça te plaît? On le faisait essayer, on le faisait goûter et il rentrait en boutique, il était intéressé. Aujourd'hui, il faut faire toutes ces étapes-là, mais on les numérise. Et pour les numériser, derrière, il faut quand même réussir à trouver de la pertinence. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec le gros hacking, ce qu'on a vu la dernière fois aussi grâce à Quentin. Et globalement, en fait, on va être sur du creative marketing, de la psychologie, de la psychosociologie, essayer de comprendre les interactions qu'il peut y avoir entre les gens, comment les gens prennent des décisions d'achat, comment les gens prennent des décisions à faire partir d'un groupe, pourquoi vous vous ajoutez à tel groupe sur Facebook, etc. On va essayer derrière d'automatiser les actions grâce à ce qu'on a fait cette semaine, par exemple, du scrapping, du mailing de masse. Et puis on va surtout aussi analyser les données. Et en fait, ces 3 champs de compétences-là, ça va se regrouper pour faire ce qu'on appelle un gros hacker ou du gros hacking. Ça peut se voir aussi un petit peu comme ça, c'est vraiment un point de vue ingénierie, marketing, et rassembler les deux. Mais passons, on n'est pas là vraiment pour ça. Le plus important, en fait, quand on essaie de construire quelque chose, que ce soit un site internet, un produit, un service, que vous ayez envie de développer, peu importe votre passion, le plus important, c'est de se remettre en question correctement. Et pour ça, il faut écouter les autres, parce que c'est eux qui vont nous donner finalement les clés de nos défauts, de notre réussite. Et quand on commence avec un produit, il n'est jamais parfait au début. Du coup, le plus important, c'est d'écouter. Et c'est là que les réseaux sociaux interviennent, c'est que l'idée, ça va être de fédérer une communauté auquel vous allez pouvoir poser des questions. Vous allez pouvoir leur demander si cette feature-là, elle est intéressante, elle est utile. On a vu des entreprises, par exemple, mettre des features en front sans qu'il y ait de back derrière, mais ils ont juste mis un pixel dessus pour vérifier s'il y avait du clic. Et plus il y avait de clics, plus ils se sont dit, bah, ok, voilà, je vais développer cette feature. Sinon, ils n'auraient jamais décidé de le faire. Et en fait, on en arrive à une méthodologie qui est très importante, c'est l'A/B testing. L'A/B testing, en fait, ça permet, face à un choix, vous êtes avec votre associé, votre compagnon dans un projet, et vous dites il faut faire ça, et l'autre vous dit non, 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 moi je suis persuadé qu'il faut faire ça. Il n'y en a aucun qui a raison, il n'y en a aucun qui a tort, parce que pour l'instant vous n'avez pas vérifié l'idée. Et l'idée, c'est justement de le vérifier. Et donc on va faire les 2 projets, on va essayer les deux décisions, et on va regarder celle qui fonctionne le mieux. Il y a notamment un exemple très célèbre, c'est celui d'Obama, sur sa campagne, où finalement il a changé tous ses call to action. Il a fait 3 ou 4 call to action différents sur une même page. Et du coup, il a regardé la page qui fonctionnait le mieux. Donc, il a changé la couleur du bouton, ce qu'il y avait écrit dans le bouton. Il a changé également les photos, les textes pour se rendre compte de ce qui passait le mieux. Et du coup, quel était le message, la communication qui marchait le mieux en fonction de son segment. Du coup, on se rend compte que voilà, il y a entre l'échantillon A et l'échantillon B, on va avoir des différents résultats en conversion. On va se rendre compte qu'une page convertit mieux que l'autre, parce que là, les features sont mieux présentées, parce que c'est plus fluide, parce que les couleurs sont mieux choisies, qu'elles sont moins agressives, et parce qu'on a un laïus qui est un peu plus digeste. Donc tout ça fait que du coup, on arrive à trouver exactement ce qui va fonctionner avec sa cible. Ça se représente globalement comme ça. Finalement, en fait, c'est globalement ce qu'on appelle le pivot. C'est-à-dire qu'on arrive on est sur un chemin, une seule droite, et au bout d'un moment, on a une décision à faire. On a A ou B, ou peut-être A, B, C, D. Et on va tester A et B en se disant A et B, c'est peut-être les meilleurs. On va tester A et B. Si A fonctionne, on va se retrouver au bout de A, et puis on va se retrouver avec exactement le même éventail.
et se dire, bon maintenant j'ai fait ça, mais vers où je vais? J'ai un champ de tir qui est assez large, mais je ne sais pas lequel va fonctionner. Je vais retester, et ça marche exactement comme ça sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir avancer et itérer sur vos projets. Ça se représente de la même manière, donc c'était juste une autre représentation. Et ce qui est surtout important à prendre en compte, c'est cette histoire de courbe d'adoption d'innovation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, vous pouvez être révolutionnaire, réinventer le Apple de demain, réinventer le Google de demain. Vous allez de toute façon passer dans ce schéma-là, en termes d'adoption de votre produit, de votre solution. Et les gens vont... et en fait, ce qui va faire la différence, c'est les personnes auxquelles vous allez vous adresser. Vous pouvez vous dire, mais moi, mon idée, elle est géniale, je ne comprends pas que les gens l'achètent. Et c'est frustrant. Et à ce moment-là, on se dit, mais ok, mais à qui je réponds, enfin, quel problème je résous et comment je peux trouver quelqu'un à qui je vais pouvoir résoudre tous les problèmes. L'idée, c'est de prendre une personne, votre persona type, de bien le définir et de se dire, ok, cette personne a tel problème, elle n'arrive pas à se déplacer dans Paris, elle n'aime pas prendre les transports en commun, elle n'aime pas faire spécialement du vélo, ça lui fait peur sur la route ou peu importe. Les raisons sont telles que cette personne-là ne veut pas se déplacer ni en transport en commun ni en transport individuel avec sa voiture personnelle, pas de voiture, pas de quoi se stationner, plein de problèmes. Et on veut essayer de résoudre tous ces problèmes-là, c'est ce qu'a fait Uber. Et Uber a proposé des chauffeurs. Et il s'est dit aussi, bah tiens, on a tous un téléphone dans la poche, et si je pouvais utiliser ce téléphone pour localiser mon chauffeur, etc. Et c'est vraiment dans ce sens-là que ça se fait. Et l'idée, c'est de trouver avant tout les personnes auxquelles vous allez répondre, enfin, les personnes pour lesquelles vous allez répondre à un maximum de problèmes. Ces personnes-là vont être vos innovateurs. Et c'est ces personnes-là qu'il faut chérir et qu'il faut réussir à fédérer au tout début d'un projet, que ce soit un site internet qui sera perso ou pro. Parce qu'une fois que vous aurez trouvé une petite communauté de gens qui va vous dire ouais ça c'est bien ou ça vous permet d'avancer, qui vont vous donner des retours, des feedbacks, ça va être entre guillemets vos bêta-testeurs et c'est eux qui vont derrière vous aider à aller toucher les early adopters. Les early adopters, ça va être globalement, avant de toucher le mass market, on va toucher un plus grand nombre de personnes. Ces personnes-là, c'est les personnes qui aiment être les premiers. C'est les personnes qui aiment l'innovation, qui vont être devant la boutique Apple la veille de la sortie du dernier iPhone. C'est ceux qui vont payer plus cher pour un truc qui pour l'instant ne fonctionne pas suffisamment, mais parce qu'ils ont envie de tester, ils ont envie de savoir ce que ça va être. Alors que par exemple, à la fin de la courbe, on va avoir les retardataires. Et cela, ça va être plutôt les personnes qui ont un téléphone à cadran et puis qui vont attendre qu'il ne fonctionne plus pour en changer. Donc on est vraiment sur deux opposés et entre les deux, on a le mass market. Le mass market, c'est globalement les gens qui attendent que quelqu'un leur dise « Tiens, c'est bien ça, tu devrais faire ça. » Ah oui, je l'ai vu à la télé. Et bien voilà, en fait, on passe dans cette courbe-là et quoi qu'il arrive, toutes les innovations passent dans ce schéma-là. C'est ce qui fait les effets de mode, c'est ce qui fait que du coup on est trendy ou pas, et c'est ce qui fait qu'on est au début de la tendance ou à la fin de la tendance, qu'on est vintage ou qu'on est cool. Enfin voilà, c'est ce qui fait ça. Du coup, pour rester un peu plus pragmatique, on va reparler un petit peu de ce qu'on avait vu la dernière fois avec Quentin, le tunnel AARRR. Donc c'est David McClure qui avait mis ça en place, qui a dessiné ce framework. Et en fait, ça s'appelle Startup Metrics for Pirate. L'idée, c'est qu'en fait, avant, on avait un prisme en marketing, c'était je fais connaître, je fais aimer, je fais acheter. Et c'était les trois objectifs en marketing. Il fallait faire connaître absolument son produit, on faisait de la propagande de masse, tout le monde connaissait. Après, il fallait faire aimer, on trouvait une star qui allait porter le maillot, qui allait mettre son affiche, et Antoine Griezmann, tu vois. Et on allait derrière faire acheter. Et faire acheter, du coup, c'est plutôt pousser les gens en boutique à dire mais si monsieur, c'est exactement ce qu'il vous faut. Et tout ça aujourd'hui, on le fait plus de la même manière. Ça a totalement changé grâce au net, grâce aux réseaux sociaux, grâce à eBay, etc. Et du coup, il a fallu trouver des nouveaux prismes pour analyser nos actions. Et c'est génial le digital parce qu'en plus, on peut vraiment regarder les actions au millimètre près. C'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder le nombre de clics qu'il y a sur ce bouton. On va pouvoir se rendre compte que les gens sautent d'une page à l'autre ou que justement ils s'en vont depuis cette page et on va vraiment pouvoir tout regarder. Et l'idée c'est du coup de prendre ce prisme-là pour bien le comprendre. Donc on a d'abord l'acquisition, c'est comment les gens nous trouvent, comment les gens nous connaissent et ça fait partie de faire connaître. Et dans l'acquisition on a le SEO, quand on construit un site internet, voilà, tout ce qui va faire partie du contenu qu'on push, toutes les balises alt, est-ce que vous utilisez bien les balises H1, etc.
Mais on va pouvoir aussi dans l'acquisition avoir du marketing viral sur les réseaux sociaux, du street marketing. On va pouvoir faire des events comme THP ou enfin voilà. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte dans l'acquisition. Et en fait, c'est là que l'entonnoir est le plus grand parce que finalement, il y a plusieurs canaux à prendre en compte. Ça peut être des canaux professionnels, ça peut être des réseaux personnels avec vos amis qui vont en parler à d'autres amis. Ça peut être du coup les réseaux sociaux, vous avez créé votre page, vous avez fait de la publicité dessus. Ça pourrait être du coup voilà, effectivement des flyers ou des events. Il y a tout un tas de canaux. Ensuite, on arrive à l'activation, c'est le moment où finalement l'utilisateur se dit moi j'ai envie d'utiliser votre produit, ça m'intéresse. J'ai vu la pub Spotify sur Facebook. Effectivement, j'ai un ami qui m'a parlé de Spotify, il m'a peut-être envoyé un lien pour que je puisse m'abonner ou m'inscrire, ou je vais avoir une réduction. Et tout ça vient finalement de l'acquisition, mais au moment de l'activation, ce qu'on vérifie, c'est est-ce que l'utilisateur va vous donner son adresse mail, est-ce qu'il a envie de faire partie de votre communauté, est-ce qu'il a envie d'utiliser votre produit. À partir de là, on va vérifier sa rétention. Sa rétention, c'est juste de savoir, ok, il est venu sur Spotify. Pour l'instant, il est en Spotify gratuit. Et il se dit, bon, bah voilà, j'ai essayé, ma première expérience est plutôt intéressante. Effectivement, j'ai juste donné mon adresse mail. Ils n'en savent pas trop sur moi. Et je sais que par contre, plus je vais écouter, plus ils vont me faire des recommandations pertinentes. Est-ce que j'ai envie de continuer avec cette entreprise? Est-ce que je lui fais confiance? Et du coup, on va le vérifier avec les métriques de rétention qui vont être, est-ce que je réutilise le produit régulièrement? Est-ce que j'utilise Spotify tous les matins dans les transports en commun? Est-ce que j'ai commencé à faire des playlists? Est-ce que les playlists, je les partage à mes amis? Est-ce que du coup, je suis fier de partager ma playlist? Ou plein de choses comme ça. Est-ce que je vais faire partie de la communauté sur Facebook? Est-ce que je vais échanger sur... Enfin bref. Et du coup, on va pouvoir, à ce moment-là, mettre en place une boucle de referral. Le referral, c'est faire en sorte que vos utilisateurs deviennent des ambassadeurs de votre produit. On l'a dit la dernière fois, il est plus facile de retenir un client que d'aller en chercher un. C'est pour ça que la phase d'acquisition est très importante. Mais du coup, le referral, c'est une stratégie qui permet de prendre sa base d'utilisateurs et de leur donner l'outil, le verbatim et l'incentive, donc la volonté et comment dire, la récompense, un petit peu la carotte, qui va faire que l'utilisateur va se dire « Ah ouais, génial, si je donne mon lien à quelqu'un pour qu'il s'inscrive et qu'il devienne un utilisateur, alors moi je vais avoir ça. » On a des exemples célèbres, notamment avec iPhone. Sur les premiers iPhones, quand on envoyait un email, avec l'application Mail, c'était marqué envoyé depuis mon iPhone. Et ça a frustré énormément de gens qui étaient sur leur BlackBerry, qui passaient énormément de temps à écrire leur mail, et qui galéraient, alors que nous, sur iPhone, on prenait 3 minutes. Et c'était écrit en bas. Et Dropbox a fait pareil. Je ne sais pas si vous avez eu des comptes Dropbox il y a genre 5-10 ans. Quand on crée un compte Dropbox, on avait maximum 5 gigas. Gratuit. Et on avait un système de referral qui offrait 1 giga gratuit à chaque fois qu'on envoyait le lien à un utilisateur et que cet utilisateur s'inscrivait. Moi, j'ai réussi à avoir 20-25 gigas grâce à ça. J'ai utilisé Dropbox, aujourd'hui, je l'ai encore. Tu pouvais même les suivre sur Facebook ou des trucs comme ça, et ça te rajoutait un peu de... Plus tu les suivais, tu leur faisais de la pub, entre guillemets, plus les mecs te donnaient de gigas et tout. Ouais, c'est exactement ça. C'est plus on en donne, en fait. C'est un peu comme avec THP. Plus on en donne et plus on en reçoit, finalement. Et on en arrive du coup beaucoup plus logiquement aux revenus. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de chercher absolument à ce que l'utilisateur s'inscrive et qu'il paye, finalement, nous d'abord, ce qu'on veut, c'est qu'il soit content du produit qu'on lui a proposé. Donc avant de le faire payer, on va le faire tester. C'est pour ça qu'on a des modèles d'abonnement freemium, qui font qu'au début c'est gratuit, qu'au bout d'un mois, on va vous demander si vous ne voulez pas mettre votre carte bancaire pour avoir toutes les fonctionnalités, ou on va vous dire, bah, vous avez de la pub, désolé les gars. Vous voulez pas de pub, vous êtes étudiant, c'est 5 euros, vous n'êtes pas étudiant, c'est 10 euros. Enfin, et c'est vraiment à ce moment-là du coup qu'on arrive à faire du revenu et à faire de l'argent. Mais bon, on sait que c'est sûr, c'est le nerf de la guerre, mais pour autant, votre produit, il va rester sur le marché uniquement si vous arrivez à conserver votre courbe d'adoption de l'innovation, c'est-à-dire à continuer à faire monter votre niveau de considération pour votre communauté, pour qu'à chaque fois les gens se disent « Ah mais ouais, mais attends, je vais retourner sur cet outil ». Je ne sais pas si vous avez utilisé SoundCloud, mais au moment où SoundCloud a lancé SoundCloud Go, on avait Deezer et on avait Spotify qui avaient déjà fait nettement mieux, et avec des artistes beaucoup plus connus, des bibliothèques plus remplies, et finalement bah, SoundCloud, même si c'était un super outil, qu'on était content d'aller voir des artistes un petit peu underground, au final bah, on est passé sur les autres outils parce qu'ils étaient beaucoup mieux conçus.
Et donc c'est exactement ce qu'il faut faire en évitant d'être focus revenu. Il faut plutôt se focus sur activation, rétention et referral qui vont permettre en fait de, de proposer plus à votre communauté pour que les gens restent sur votre produit. Ça va vous créer des revenus passifs beaucoup plus importants. Et c'est exactement ce qui est expliqué là-dessus. C'est-à-dire qu'on a besoin de faire du growth, faire de la croissance, de générer ça. On le génère avec du referral et de l'acquisition. On met en place des campagnes d'emailing, des boucles de contenu. Vous allez recevoir des notifications sur Facebook, vous allez recevoir des emails dans votre boîte mail, vous allez recevoir une invitation d'un ami. Et derrière, le plus important, ça va être de contenter ces gens quand ils vont utiliser votre outil. Et donc c'est à ce moment-là, activation, rétention, que le plus important, c'est le love pour votre communauté, pour vos utilisateurs. Concrètement, comment on fait ça? Au final, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on a plein d'outils, que ce soit avec Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Et au niveau de l'acquisition, vous allez avoir un prospect qui va arriver sur votre site internet par X ou Y canal, que ce soit du SEO grâce à Facebook, que ce soit du SEO grâce à Google, vos mots-clés, vos blogs, peu importe. Il a vu de la pub dans le journal et il s'est dit je vais aller voir ce site internet. Sur votre site internet, ce que vous avez fait, c'est que vous avez mis un tracker. C'est un petit script en JavaScript, la plupart du temps, que vous mettez soit au pied de votre page, soit au top de votre page, soit dans le header, soit dans le footer. Globalement, ça ne se voit pas, c'est un pixel qui fait 1 par 1 et qui ne se voit absolument pas, mais qui va traquer l'utilisateur. Et alors, suivant les services, on va parler de Facebook aujourd'hui, mais suivant les services, vous avez plus ou moins la possibilité derrière d'avoir des informations, des données sur cet utilisateur. Facebook, c'est celui qui a le plus gros taux d'informations et d'informations intéressantes derrière. En fait. C'est celui qui en rapporte le plus. Ce qui se passe en fait avec Facebook quand vous avez un pixel sur un site internet, c'est que vous allez pouvoir recibler cette personne. Vous avez déjà tous été sur YouTube et vous avez tous vu cette petite pub que la paire de chaussures que vous avez vue, vous avez été voir sur Zalando juste avant. Vous dites putain, ces chaussures elles sont vraiment géniales. Moi je vais me les acheter, je ne sais pas trop quand. Ah, on est à la fin du mois et tout ça. Hop. Et vous avez le petit encart sur YouTube qui vient vous rappeler que cette paire de chaussures, elle vous plaisait. Et ça c'est le remarketing et c'est fait grâce à ce petit tracking. Ça se fait simplement avec un petit bout de code, c'est pas très compliqué. L'utilisateur, il a visité votre site internet, vous avez vu cette paire de chaussures, et puis il s'en va. Et là, il trouve d'autres annonces sur d'autres sites. Donc ça va être des encarts, des bannières, exactement comme sur YouTube. Et du coup, l'idée, ça va être de faire en sorte que cet utilisateur, il revienne sur votre site ici. Et pour ça, on va le mettre dans une boucle de contenu. C'est ce que va vous permettre de faire un business manager sur Facebook. Je pense que vous devez connaître pour la plupart d'entre vous, non? Non, je sais qu'il y en a deux, trois qui connaissent déjà. L'idée, en fait, Business Manager, c'est que vous allez rassembler toutes vos pages, vous allez rassembler tous vos employés ou toutes les personnes qui utilisent votre page Facebook et qui ont besoin d'utiliser votre page Facebook pour faire du contenu, pour faire de la pub, parce que c'est votre traffic manager, parce que c'est quelqu'un qui va juste venir faire un petit peu de ménage ou n'importe quoi. Vous aurez tous vos admins avec les droits d'administration. Vous allez pouvoir, du coup, décider du degré d'administration que vous offrez à chaque employé ou à chaque personne, collaborateur qui va travailler avec vous, et vous allez avoir tous vos comptes publicitaires rassemblés au même endroit. Et l'avantage, c'est qu'en fait, avec Facebook Manager, soit avec une database en entrée, soit avec un pixel, donc le pixel que vous avez sur votre site, vous allez pouvoir créer des audiences qui vont être en fait des audiences personnalisées. Vous allez sélectionner uniquement les personnes qui sont venues une première fois sur votre site. Ce qui fait que ces personnes-là, maintenant qu'ils vous connaissent, elles ont besoin de vous aimer. Et pour vous aimer, vous n'allez peut-être pas adresser le même message. Ce qui fait qu'en faisant plusieurs types d'audience, vous allez pouvoir vous dire, j'ai une audience d'acquisition globale, où je vais avoir un premier message sur ma proposition de valeur unique. Et je vais dire, moi, je vous offre la musique dans votre poche pour 5 € par mois. Point. Mais derrière, quand je suis déjà venu sur votre site et que je n'ai pas encore acheté, on va te dire, ouais, mais on va changer le message, on va te dire, tu as de la musique dans la poche gratuitement tous les mois pour 5 €, mais maintenant, on va t'enlever la pub et ça va être encore mieux. Tu vois. Et donc, ces personnes-là ne sont pas les mêmes que celles qu'il y a au début. Et c'est ça qui est important, c'est d'adresser les bons messages aux bonnes personnes et au bon moment. Et du coup, c'est tout l'avantage d'utiliser Facebook Business Manager, c'est que du coup, on va pouvoir gérer tout ça dans une seule interface avec un outil qui est globalement plutôt bien fait. Ce qui est bien aussi, c'est que toutes les personnes que vous avez sélectionnées sur votre site internet, c'est que les personnes qui sont venues, et vous allez pouvoir, grâce à l'algorithme de Facebook, trouver tous les profils du reste des utilisateurs Facebook qui correspondent au même profil que ceux qui sont venus sur votre site internet.
Ce qui fait que vous allez avoir des audiences qui ressemblent à l'audience que vous avez déjà sur votre site internet. Donc peut-être que l'audience qui ressemble à ceux qui sont déjà venus sur votre site internet, vous n'allez pas adresser le même message aux personnes qui vous connaissent à peine ou qui ne vous connaissent pas. Parce que vous savez que ces personnes-là, déjà, elles aiment la musique et que du coup, vous allez pouvoir discuter avec d'autres codes de communication. Vous allez peut-être pouvoir faire des vannes sur des musiciens ou des petites images, utiliser des contextes, plus que si vous vous adressez à la masse. Donc c'est vraiment l'utilité en fait, de segmenter son audience. Après, on peut diguer un petit peu dans tout ce qui est théorie de la communication, en community management, etc. Je ne sais pas si ça vous intéresse plus qu'autre chose, ou est-ce que vous voulez passer sur l'outil en lui-même? L'outil? Ok. Bon, globalement, ce qu'il y avait juste à comprendre, c'est qu'on ne parle pas de la même manière sur chaque réseau social. Et qu'il y a différents types d'utilisateurs sur le web. Globalement, il y a ceux qui cherchent, ils font une recherche sur Google basiquement. Ceux qui participent, ils sont sur les réseaux sociaux. Et ceux qui vont juste surfer, se balader, et ils vont voir ça. C'est le... Ouais, bah, globalement, ça après, c'est un peu trop. C'est un peu trop CM, je pense. Je sais pas, c'est comme vous voulez. Ouais, juste garder ça en tête, c'est que quoi qu'il arrive, les réseaux sociaux, le web, quoi qu'il arrive, il faut rentrer dans un cycle itératif, c'est-à-dire qu'on va toujours. En fait, il ne faut jamais abandonner. Il y a une vraie règle, c'est la continuité. Et pour que la continuité fonctionne, il faut passer dans ce cycle itératif. C'est-à-dire qu'on va essayer on va apprendre en premier lieu, on va essayer de construire. Et ce qu'on va avoir construit, on va essayer de mesurer le retour sur les actions. Et en fonction de ça, on va réapprendre et ainsi de suite. Et on va continuer comme ça tout le temps, soit dans une route d'Hamming, soit dans un cycle itératif en 3 points comme celui-ci. Mais peu importe, de toute façon, l'idée c'est de continuellement se remettre en question sur les actions qu'on a déjà mis en place pour pouvoir les améliorer ou faire de l'A/B testing sur d'autres choix, etc. C'est quoi la différence entre le métier community manager et ce qu'on a vu là, le product manager? Alors, le community manager, lui, son rôle, il est de communiquer avec l'audience de l'entreprise ou du projet. Le product manager, il est là pour recueillir l'information, la transcrire à une équipe de développement et la mettre en adéquation avec les objectifs business de l'entreprise. Il fait vraiment plus le rôle du numéro 10, tu vois, dans la team, alors que le community manager, c'est plutôt le mec qui va être en front et qui va faire des petites vannes avec la communauté parce que machin se plaint et que du coup, tu vois ce que je veux dire, il a vraiment le rôle de je fais des posts, je recueille de l'information mais je la transmets, je ne saurais pas la gérer, l'analyser et la digérer. Le product manager, il entend le marché, il entend ses devs en train de souffrir derrière leur ligne de code et il dit ok les gars, ça c'est bien, on a réussi à développer ça, on essaye de développer une autre feature parce que là le marché tire là-dessus quoi. Voilà, globalement. Du coup, je vous propose de passer sur l'outil. Et l'outil, il est là. Voilà. Donc Facebook Business Manager, c'est un peu un outil barbare à la base, surtout quand on ne connaît pas trop, on cherche un petit peu. Donc l'idée c'est de vous montrer où vous pouvez aller trouver les informations rapidement, comment vous allez pouvoir le configurer et comment ça va vous permettre d'aller vite derrière pour utiliser toutes les fonctionnalités que Facebook vous offre gratuitement. C'est un outil vraiment pro et ça vous permet d'aller vraiment loin dans l'analyse de vos données sur les réseaux sociaux. Globalement, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a créé un compte Business Manager qui va devenir propriétaire de toutes les pages. Donc à la base, vous avez créé une page sur Facebook, tartampion.com, et vous avez un super site, vous avez envie de le mettre en ligne, mais du coup vous avez fait une page Facebook et vous l'avez fait avec votre profil perso. Au bout d'un moment, vous vous dites c'est bien, j'ai une page, mais il y a quelqu'un qui a besoin. Enfin, j'ai pas le temps de m'en occuper. Il y a quelqu'un qui va le faire pour moi, un community manager. Et au début, vous passez par l'interface Facebook classique pour lui donner les droits. La seule chose, c'est que votre community manager, il va vous dire ah ouais, mais les gars, moi c'est bien gentil, mais j'ai envie de faire de la pub et les fonctionnalités de la pub qu'il y a sur l'interface Facebook classique,
elles sont pas suffisantes par rapport à moi, mon niveau et ce que je peux faire en général. Du coup, on va lui créer un business manager. C'est en gros un compte sur cet outil qui va en fait devenir propriétaire de la page, devenir propriétaire également, enfin rassembler votre page et vos comptes publicitaires. Vous restez propriétaire de votre compte publicitaire et vous allez en fait transférer la propriété de la page sur ce compte-là. C'est juste un petit point technique qui est important à prendre en compte parce que derrière, ça peut vraiment vous jouer des tours. N'oubliez pas ça, c'est que vous n'êtes plus propriétaire de votre page quand vous le faites si vous n'êtes pas propriétaire du compte Business Manager. Bref. Donc on peut rassembler plusieurs pages, admettons, et dans ces pages, souvent, il va y avoir des groupes aussi. Mais bon, là, on ne va pas parler des groupes, ça va être un peu trop long. L'idée, c'est qu'en fait, grâce à cet outil, on va aller voir dans les statistiques d'audience, vous voyez que vous avez tout un panel d'outils, et qu'il y a des outils plus intéressants que les autres, comme les statistiques d'audience. Statistiques d'audience, vous imaginez prendre la population complète d'utilisateurs sur Facebook, les 1 milliard d'utilisateurs, et vous regardez à quoi ils ressemblent. Et donc on sait qu'en fait sur Facebook, dans le monde entier, il y a 56% d'hommes, 44% de femmes, et que la plupart des gens, pour 50% d'entre eux, ils sont entre 18 et 35 ans. Et bien on sait à qui on parle. Et quand on sait à qui on parle, on sait comment parler. Du coup, c'est vraiment ça qui est important en communication, c'est de s'adapter à la cible, et du coup de se rendre compte de ce qui va faire la différence ou non quand vous allez discuter, quel code de communication vous allez utiliser, etc. C'est accessible à n'importe qui, toutes ces infos? C'est gratuit. Ça, c'est top, ça. Ce qui est encore plus top, c'est qu'avec la barre qui est à gauche, là, en fait, on va pouvoir prendre ce 1 milliard de personnes et dire « Bon, bah génial, moi je veux que les femmes » ou « Je veux que les gens aux États-Unis » ou « Je veux que les gens entre 18 et 35 ans ». Et du coup, à partir de là, on va se rendre compte de plusieurs caractéristiques. Donc notamment, par exemple, si on veut que les gens qui habitent en France, on va se rendre compte de la population française sur Facebook. Et là, on se rend compte sur Facebook, en France, qu'il y a 30 à 35 millions de personnes actives mensuellement. Ça fait la moitié des Français qui utilisent Facebook au moins une fois par mois. Et on se rend compte finalement que là, du coup, la barre s'inverse. On est à 51% de femmes, 49% d'hommes. Donc on a plus de femmes en France qui utilisent les réseaux sociaux que d'hommes. Alors qu'en globalité, dans le monde entier, c'est plus 56% d'hommes et le reste en femmes. À 1% près, quoi. On passe non, regarde, on passe de 44 à 51, Ouais, je mais crois. là, c'est égalitaire. Hein. Oui, enfin là, globalement, en France, c'est à peu près... Oui, voilà, c'est ça. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que du coup, là, la courbe d'âge, finalement, les 50%, on les atteint seulement au milieu des 35-45. Du coup, on peut estimer finalement que plutôt que les 18-35, ça va être plutôt les 18-44. Donc il va falloir prendre une tranche d'âge en plus, en se disant, bah, de toute façon, il y a plus de monde et les gens sont plus vus aussi sur Facebook en France que dans d'autres pays. Et ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est par exemple, vous avez une page et que vous avez suffisamment de trafic sur votre page, vous allez pouvoir dire, moi je veux voir seulement les gens qui sont connectés à ma page et je veux connaître mon audience. Donc je vais prendre par exemple cette page-là parce qu'elle est très représentative, ça s'appelle les Perles de Philippines, c'est une cliente. Et en fait, on se rend compte qu'elle a 91% de femmes sur sa page. Et là, en termes de communication, quand on a ce genre d'informations, autant dire que les publicitaires des années 80, ils auraient kiffé. Vraiment, parce que au lieu de faire de la pub sur Times Square et de se dire je vais faire des gros 4x3 machin etc, ils vont se dire moi je vais mettre une petite offre bien spécialisée pour les femmes qui sont entre 25 et 55 ans et je vais faire que ça parce que j'ai 91% de femmes dans ma communauté. Alors que le publicitaire sur Times Square qui met un 4x3, eh ben, il a 500 000 occasions de voir tous les jours mais il ne sait pas qui c'est. Et c'est ça l'avantage des réseaux sociaux et du coup cet outil nous permet également de savoir voilà, s'ils sont mariés, s'ils sont en couple, célibataires, et s'ils ont été à l'université, au lycée ou en 3e cycle. Ce qui est aussi du coup très intéressant parce qu'on va pouvoir adapter notre niveau de langage aux personnes auxquelles on va s'adresser. Donc on va pouvoir se poser plusieurs fois la question de savoir comment on va s'adresser, quel message on va mettre, et au moment de faire de l'A/B testing sur des messages, eh ben, on va être plus pertinent. Et on va avoir moins d'A/B tests à faire pour être pertinent et avoir des résultats. On va aussi se rendre compte que là, toutes les personnes qui likent les Perles de Philippines, par exemple, eh ben, elles ont liké d'autres pages. Et ces autres pages, finalement, bah, c'est pertinent de savoir qui c'est, parce que là, globalement, ça pourrait être en bijoux et montres. Ah oui, les Perles de Philippines, c'est des bijoux. Hein. C'est des bijoux en perles. En bijoux et montres, on va se rendre compte qu'en fait, notre principal concurrent sur les réseaux sociaux, eh ben, c'est MYC Paris, SoCharm et Laudat. Bon, moi je connais pas ces marques-là.
c'est possible qu'il y ait des femmes qui connaissent ces marques. Et je pense, en fait, surtout, que cette information qui nous est dit ici, c'est que la plupart des gens qui ont liké les perles de Philippines ont aussi liké MYC Paris, SoCharm et Lodat. Globalement, ça vous permet de faire quoi? Et il faut leur piquer la clientèle. Exactement. L'idée, c'est d'aller chercher ces utilisateurs-là, de les cibler et de leur proposer un message qui correspond exactement au code de communication qu'on a avec ces marques-là. Bon, on se rend compte aussi qu'il y a le Café du Geek en site web d'actualité et ma famille Zen. Enfin, il y a plusieurs choses, il faut prendre ce qui est le plus pertinent, ce qui vous semble le plus logique. On se rend compte également derrière, en dessous, sur les mentions j'aime, que là, on a Galéo Concept, on peut aller voir ce que c'est, en termes de pertinence, ce que ça donne. Et on va se rendre compte que la page, doit y avoir plusieurs caractéristiques qui rentrent en corrélation pour que la plupart des gens qui ont liké les perles de Philippines likent cette page. Si ça veut bien charger. Donc l'univers maison, on se rend compte que finalement, a priori c'est des ménagères ou des gens qui n'ont pas besoin de travailler, qui passent du temps à la maison, qui aiment faire de la décoration intérieure. Et effectivement, ça correspond totalement à la cible les perles de Philippines. Pour l'anecdote, ils font des ventes privées format Tupperware. Donc du coup, finalement, c'est exactement la cible. C'est des gens qui vont prendre, enfin c'est des femmes entre 25 et 45 ans qui vont prendre le temps, qui n'ont pas forcément besoin de travailler. Globalement, c'est plutôt une famille nombreuse, entre 3 et 5 enfants. Et globalement, voilà, la déco intérieure, l'univers maison, ça correspond également à ce type de cible. C'est pour ça que c'est pertinent. Voilà. On va pouvoir également se rendre compte des régions dans lesquelles c'est le plus pertinent d'aller cibler. Parce que quand on fait de la pub sur Facebook, ce qui est génial, c'est qu'on peut cibler par comportement, par intérêt, mais on peut aussi cibler par localité. Vous voulez faire de la pub uniquement sur Paris, uniquement sur les grosses villes, et ben vous pouvez le faire. Et là, du coup, en fonction des gens qui ont liké votre page, vous savez que à Poitiers et à Lyon, c'est les deux endroits où la marque a des bases, il est plus pertinent qu'ailleurs de faire de la publicité. Même s'il y a un nombre de personnes plus important, il est quand même plus pertinent d'en faire en local auprès des personnes qui vous connaissent bien, qui sont déjà venus vous voir. En fait, là on est en valeur relative, c'est-à-dire qu'on va prendre simplement, en absolu pardon, on est en valeur absolue, il y a juste plus de monde. Mais là, en fait, c'est juste les personnes qui sont, il y en a peut-être moins, mais elles sont plus pertinentes. À quoi correspond les 900, plus 900%, plus 150%? C'est les gens qui y arrivent, c'est ça? D'accord, ok. C'est ceux qui sont potentiellement. C'est les plus pertinents. Là, en fait, c'est les plus nombreux, et là, c'est le plus pertinent. Okay. Globalement. Là, c'est pas forcément corrélé en plus. Non, justement. Sont pas forcément les plus pertinents. C'est ça. C'est critère quali ou critère quanti. Comment ils font pour savoir que ces personnes ne sont pas sur Facebook? Elles sont? Ils ne sont pas sur Facebook parce qu'en fait, tu as le bleu oui, foncé barres, ouais. Et le gris. Comment ils font pour savoir que ces personnes-là ne sont pas présentes sur Facebook? C'est la nouvelle audience, c'est ceux qui arrivent. C'est pas qu'ils sont pas sur Facebook, c'est qu'ils correspondent à ça, à ces critères-là, mais du coup ils n'ont pas forcément liké, ils font pas partie de l'audience, mais par contre ils ont des caractéristiques corollaires. Et après dans l'activité, je crois qu'il n'y a que les États-Unis qui ont ce genre d'infos, parce que nous en Europe on a quand même, par exemple, on n'a pas le droit de faire de pourcentage en termes de religion, de couleur de peau, etc. Donc on n'a pas tous les critères qu'ils ont aux États-Unis, ce qui n'est pas plus mal en soi d'un point de vue éthique. Maintenant, c'est un peu moins pertinent quand on fait du marketing. Chacun sa ligne à ce niveau-là. Bon, du coup, on a vu les statistiques d'audience. Ça vous permet de préparer votre ciblage pour derrière faire des publicités. Mais on ne sait pas toujours quelle publicité faire. On se dit, génial, moi j'ai envie de faire de la pub sur Facebook, mais je ne sais pas quel visuel, je ne sais pas quel format, je ne sais pas à qui, je ne sais pas quand, comment, je ne sais pas combien. Ça fait beaucoup en fait. Donc Facebook, ils ont été très malins, ils nous ont mis un petit Creative Hub dans lequel on peut aller voir un petit peu ce que les autres ont fait, et ça va nous donner des idées, de l'inspiration, on va se rendre compte des formats, et on va se dire, ah tiens, moi je veux faire ça. Et on va se dire, ah, bah, ça c'est vraiment pertinent pour ma marque, j'imagine mieux, je me vois utiliser ça ou pas, en fait, globalement.
Ça, c'est la partie inspiration de Facebook, globalement. Ce que je disais, les gens, on est presque dans l'espionnage industriel à ce niveau-là. Ça fait un peu Big Brother hein, sur les bords. Ouais. Mais bon, après, il ne faut pas oublier qu'on leur donne ces informations-là. Hein. Et n'oubliez pas non plus que quand vous créez un site internet qui est hébergé sur votre serveur, c'est votre propriété, c'est comme si c'était votre maison. Vous avez envie de mettre des caméras dans votre maison, vous avez envie de mettre une alarme dans votre maison. Bah, pareil sur votre site internet, vous avez le droit de mettre des caméras. Et vous avez le droit de prévenir les gens pour leur Facebook et tout, ils sont obligés de. Ouais, tu mets un petit. On l'a tous vu la petite barre avec le cookie là. Ouais. Et ben. Viens, on a des cookies. Ce qui t'a bien aussi, c'est qu'à Instagram, il est écrit que tout ce que tu postes dessus leur appartient. Ouais. Snapchat, c'est pareil. Ouais. Ouais, mais tout, même sur Facebook. Une fois que c'est sur Internet, de toute manière. C'est ouf. C'est ça aussi, c'est gratuit, mais derrière, tu sais pourquoi c'est gratuit. Merde, c'est où? Voilà. Les différents types de formats qu'on peut retrouver en termes de publicité. Il faut que vous alliez dans le petit plus, là, trouver l'inspiration. Normalement, si vous n'avez pas de projet, il va vous dire que vous le proposez. Et en fait, vous allez voir... N'oubliez pas, sur les réseaux sociaux, de toute façon, c'est mobile first. Quoi qu'il arrive, vous pensez mobile en premier. Sur quoi que vous fassiez, que ce soit un site internet, une application, pensez mobile. Et bon, là, ça charge pas terrible. C'est quoi? Ah ouais, c'est les pubs. Ça, c'est les différents formats de pubs qui existent. C'est sur dans les stories, ça, non? Ouais, il y a les stories, tu vois, il y a les stories Instagram, il y a les vidéos sur Facebook, tu vas avoir les canvas, tu vas avoir, enfin, t'en as tout un tas. Voilà, vous les avez tous là. Là, ça charge pas, mais globalement, si ça chargeait, on verrait tout ça. On verrait s'afficher. Là, ça met juste un peu de temps. Ouais, c'est dommage. Bon, c'est pas super utile de... Enfin voilà, sachez que si vous cherchez des idées, il y en a ici. Ça existe dans le Creative Hub. Globalement, derrière, ce qui va être intéressant pour nous de savoir, c'est comment on fait un pixel et comment on met en place ce fameux tracking. Et donc ça se fait justement avec cet outil dans mesure et rapport, grâce à Pixel. Et là, globalement, c'est super facile à faire. Il suffit juste de créer un pixel. Si vous avez un site WordPress ou si vous codez votre site, que ce soit un site dynamique ou statique, il y a juste à copier le lien, enfin à copier le script et à le mettre sur votre site internet dans vos pages. Je l'ai fait notamment sur un site en WordPress. Donc en WordPress, globalement, une fois que vous avez fait votre pixel, vous pouvez le créer à partir d'ici. Simplement sélectionner pixel Facebook. Donc voilà, admettons qu'on veuille créer le pixel machin. On lui donne un nom, il va le créer automatiquement, il n'y a rien à faire. Juste à récupérer derrière le code et aller le push sur votre site internet. C'est juste une balise au final. C'est juste une balise, exactement. C'est un script. Tu mets juste un petit script. Ça fonctionne de la même manière qu'Analytics. Exactement. Exactement. Donc plusieurs manières de le faire. Sur un WordPress, vous utilisez ça là au début, le premier. Il va juste vous demander voilà, sur quel CMS vous êtes. Admettons que vous êtes sur WordPress. Il va vous aider à suivre les étapes. Vous allez télécharger ça, qui est en fait un plugin que vous mettez sur WordPress, qui correspond à ça. Vous allez dans Extension, Ajouter, vous la téléchargez. Et quand ça se télécharge, derrière, ça va vous rajouter ça dans vos réglages. Et finalement, c'est juste ça, dans lequel vous allez mettre ce code que vous retrouvez directement ici, en fait, derrière, je ne sais pas si vous voyez. Vous le retrouvez ici. Ça, c'est le code d'authentification unique de votre pixel. Vous prenez ça, vous le mettez ici, vous enregistrez et basta. Et là, vous avez derrière un ping qui se fait sur votre pixel et vous allez voir s'il est bien configuré ou pas. Plusieurs moyens de le vérifier. Vous pouvez aller sur votre site internet. Donc, c'est celui-ci. Je vais le faire charger, pardon. Non, c'est pas moi qui danse. Wow, c'est pas très propre ça. C'est pas très propre du tout. C'est bizarre que ça fait ça. On s'en fout, je vais le recharger. Voilà, c'est moins dégueulasse. Donc globalement, voilà, vous avez un petit tracker de pixels qui s'appelle le Facebook Pixel Helper sur Chrome,
qui vous permet de vérifier si votre pixel fonctionne. Donc là, il nous dit qu'en gros, si on veut optimiser nos publicités, on a la possibilité d'augmenter la pertinence du tracking. On pourrait par exemple vérifier que les gens cliquent sur ce bouton-là ou pas. Mais dans tous les cas, il nous dit que le page view du Facebook Pixel, il fonctionne, qui vient de WordPress, de telle version, etc. Et qu'il arrive à retenir cette action-là en temps de temps, etc. Bref, rien de très intéressant. Sachez juste qu'ici, quand vous mettez votre Facebook Pixel, c'est lors de la configuration, vous pouvez rajouter des éléments. Il faudrait que je configure là. Une question concernant cela, tu parles de Chrome. Est-ce que ça a vraiment une importance pour les navigateurs qu'on utilise par rapport à la facilité d'utiliser ces liens, ce genre de choses? Quand tu mets le pixel, non, peu importe le navigateur. Après, C'est global pour gérer ce que ça a j'ai pas l'impression. non, en fait, tes navigateurs, peu importe, normalement, ils sont justement là pour retranscrire l'ensemble de ton code et le présenter à l'utilisateur de la meilleure des manières. Après, tu as des... Parce que là, tu parlais du Facebook Pixel Expander qui est avec Chrome. Ouais, il n'y en a pas sur Safari, par exemple. C'est juste un petit plugin qui fait checker, en fait. Il fait juste un checker et vérifie juste que ton pixel est bien installé. Il sert qu'à ça, et quand tu vas sur un autre site, il va juste te permettre aussi de te dire, ah bah tiens, t'es en train de te faire pixeliser. Et ça, on pourrait le voir avec le film de console. Une console? Genre, tu veux dire ton terminal? Non, la console qui est dans les navigateurs. Enfin, l'inspecteur. Oui, tu pourrais aussi, ouais, effectivement. Normalement, tu dois pouvoir. Je sais pas où ça va se trouver, globalement. C'est dans les sources, dans les applis, je sais plus. Voilà, tu l'as ici. Sign all. Là, tu as ton pixel ici. J'étais sur les sources dans Connect Pixel. On se rend compte également bah voilà, qu'on a fait appel au Front API, enfin voilà, ce genre de choses. Mais là, on se retrouve surtout avec le pixel, qui est le même code que ça. Donc voilà, globalement, on récupère juste ça. On peut utiliser des correspondances avancées qui vont nous permettre de vérifier si les utilisateurs ont cliqué, s'ils n'ont pas cliqué, voilà, peu importe. Derrière, ce qui va être intéressant de faire surtout, ça va être de créer des audiences personnalisées. On l'a dit tout à l'heure, l'idée, c'est que vous avez des utilisateurs qui sont venus sur votre site internet et vous allez avoir envie d'adapter le message de communication auprès de ces utilisateurs-là. Parce que finalement, ils rentrent dans votre tunnel, ils vous ont trouvé, mais maintenant, il faut que vous puissiez leur proposer une proposition de valeur, leur offrir une proposition de valeur qui va faire la différence et qui va les obliger à prendre une décision d'achat ou d'utilisation. Donc à ce moment-là, en fait, on va sur l'outil, on peut aller dans bibliothèque de ressources et aller chercher les audiences. Donc là, j'ai pris aller chercher les audiences et créer des audiences personnalisées en fonction des outils qu'on a. Ça pourrait être une base de données. Par exemple, si vous avez un fichier CSV JSON, plutôt en CSV d'ailleurs, et que vous voulez l'importer directement dans votre Facebook Business Manager, vous pouvez. Et derrière, en fait, avec les adresses mail, les noms, les prénoms, Facebook va automatiquement trouver les comptes des personnes que vous avez dans votre base, en fait. Ce qui fait que vous allez pouvoir cibler exactement des personnes en particulier. Vous avez scrappé tous les CEO de Paris, et ben vous pouvez les cibler avec des pubs Hacking Project, par exemple. Par exemple, là. C'est ça. Ou toutes les écoles, ou peu importe, toutes les mairies de France, on pourrait prendre. Il faudrait que les mairies, du coup, aient utilisé leur adresse mail pour se créer un compte Facebook. Il fait la correspondance avec les noms, les prénoms et l'adresse mail, mais pour autant, vous pouvez directement créer une audience ici, audience personnalisée. Il va vous demander à partir de quoi vous voulez la créer. Et vous pouvez dire, moi je veux le faire à partir d'un fichier client ou à partir de mon Facebook Pixel. Et du coup, à partir de ça, quand vous allez créer une pub derrière, donc ça sert à rien de le faire, hein. Globalement on pourrait, mais il n'y a rien de très compliqué, vous allez juste importer un fichier CSV,
Vous pouvez l'importer depuis Mailchimp aussi, directement, si vous avez déjà automatisé sur votre site avec un pixel, un tracker. Mailchimp le fait aussi, HubSpot le fait. Vous pouvez utiliser ces trackers-là, récupérer ces bases de données, les exporter, les importer dans le Facebook Business Manager, et puis à vous la gloire. Globalement, là, ici, vous allez juste sélectionner votre fichier, l'importer, une charge. Facebook, évidemment, vous demande si vous avez obtenu ces informations-là légalement. Voilà, moi aussi j'ai une petite toux à ce moment-là. Tu vois, c'est globalement, pour l'instant, on a de la chance avec les RGPD, ils vont pas être répressifs. Tout ce qu'ils veulent voir, c'est si on a fait un effort dans le sens de la réglementation. Maintenant, faites pas n'importe quoi non plus, parce que vous êtes avec des données publiques, des comptes publics. Du moment que c'est public et que c'est en accès sur un site, c'est légal. Oui, bien sûr, mais si tu as scrappé, je sais pas, le CRM d'une autre startup et que tu t'es dit, bah tiens, il y avait un point d'entrée, j'ai tout Ouais, pris. mais si elles sont dispo sur un site, c'est ça. Ah bah Si oui. tu peux cliquer dessus et les voir. Non, parce que tu as besoin Pas d'un de double plan. opt-in. Tu as besoin d'un double opt-in utilisateur par utilisateur avec la RGPD. C'est-à-dire qu'au moment où tu peux récupérer toutes les adresses mail qu'on a récupérées avec les mairies, en fait, normalement, pour les utiliser, il faudrait que toutes les mairies nous aient donné leur autorisation. Ah ouais, tu peux pas À utiliser. titre Attends, perso. tu peux pas envoyer un mail à un mec. Alors, il y a deux choses. C'est B2B ou B2C. B2C, tu as besoin d'un double opt-in quoi qu'il arrive. En B2B, tu as un peu moins le problème. En B2B, tu peux, par exemple, mettre des trackers qui vont récupérer les leads de tes entreprises. Il y a un truc qui s'appelle Lead the Way, par exemple. Tu mets sur ton site internet, les gens se baladent sur ton site internet, c'est un pro, il est connecté avec son adresse pro sur Chrome, par exemple. On va récupérer son adresse mail et du coup, on va avoir le nom du mec, le nom de son entreprise, on pourra avoir également l'adresse mail de tous ses collègues. Et puis du coup, là, à ce moment-là, se permettre de faire de l'emailing. Parce que c'est du B2B et parce que c'est légal, ça. Mais sur du prospect en consommateur directement, si c'est pas un pro, tu as besoin d'avoir un double opt-in. Je pourrais pas prendre ton adresse mail et t'envoyer un email commercial avec une adresse C'est commerciale. juste commercial, c'est ça. Ah bah oui, après, si je suis pas là pour Ouais, vendre quelque voilà, chose, c'est- si je fais pas de l'abus, enfin tu vois, si... Tu peux expliquer L'opt-in, est-ce que tu vois quand tu crées un compte sur une application, on te demande de valider ton adresse? Ouais, après, valider les profils. Voilà, c'est ça. Et ben ça, c'est un double opt-in. Et ça, en fait, on le fait sur les newsletters, par exemple. Tu as rentré ton nom dans une newsletter, tu essaieras, tu vois, quand tu veux, tu vois. Et il va te renvoyer un mail, ou alors il va te demander de confirmer que tu veux bien t'inscrire. Et il va te demander aussi si tu acceptes de recevoir des emails commerciaux, si tu acceptes les conditions générales d'utilisation, etc. Ça, c'est des double opt-in. Voilà. Et il faudrait avoir ce formulaire-là rempli, traqué, pour tous les utilisateurs dans l'absolu et dans le monde des bisounours de notre Commission européenne. Tu vois. Du coup, en théorie, genre par exemple sur Facebook, tous ceux qui ont validé sur Facebook les conditions d'utilisation, ils ont donné cet L'autorisation. accord-là à Facebook, c'est ça? Oui, Et si tu le mets sur ton site dans les CSV, les mecs, enfin, les conditions d'utilisation, et Ouais. qu'après tu les utilises pour en faire de la pub, il n'y a pas de problème. c'est ça, C'est ça. exactement. Non, exactement. c'est pas comme ça. Maintenant, il faut cliquer délibérément. Oui, c'est ça, enfin, tu as besoin Oui, de... Oui, mais vous qu'est-ce acceptez, tu sais, moi je ne le dis pas, hein. Je pense pas qu'on soit beaucoup obligé à mes conditions Si d'utilisation. tu mets en bas là, dans Ouais. ton bandeau cookie, si tu rajoutes une petite case de check, de validation, Ouais. et que tu mets un bouton sans mettre de croix, enfin tu peux mettre une croix, mais du coup ça peut te valider un opt-in sur du tracking avec Hotjar par exemple, Ouais. ou avec Lead the Way. Quoi qu'il arrive, tu as besoin de le valider 2 fois. Bon, on n'a pas réussi à charger le fichier, hein, on a une mauvaise connexion ici, mais bon, c'est pas très grave. L'idée étant de savoir que vous pouvez le faire à partir d'un pixel, à partir d'un fichier CSV, et que ça va vous permettre derrière de créer des pubs qui sont pertinentes. On va être du coup un peu dans la partie pub, avec le gestionnaire de publicité où on va rassembler du coup toutes les campagnes, toutes les audiences et toutes les annonces. Et on a aussi la possibilité derrière, comme on est des devs et qu'on n'a pas envie de revenir 3 fois, de mettre des règles automatiques et de dire si j'ai fini mon budget, que j'ai atteint un coût par clic de moins de 5 centimes et que j'ai réussi à faire plus de 10 000 vues sur ma vidéo avec mes 30 euros, et à partir de là, tu me relances sur 30 euros de budget sur une durée de temps
auprès de ces personnes-là. Vous pouvez le faire autrement, vous pouvez faire de l'A/B testing, on va voir tout ça. Bon bref, il y a des règles automatiques, vous pouvez les mettre en place, rien de très compliqué, quand on fait du Ruby on va savoir. C'est juste des boucles. En plus vous avez une interface graphique, c'est pas tout dans la console, quoi, tu vois, c'est pas mal. Du coup, pour les pubs, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir se rendre compte du coût par clic, du coût par vue, ce qu'on n'avait jamais avant dans le marketing, dans la communication. Ce que je vous disais tout à l'heure avec le 4x3 sur les Champs-Élysées par exemple. Le 4x3 sur les Champs-Élysées, c'est bien, il coûte très cher à l'entreprise, il rapporte énormément aux publicitaires et encore plus à l'agence de communication qui l'a vendu. Mais pour autant, on n'a pas ce genre de métriques derrière. On ne peut pas dire, bah ouais, moi j'ai touché des personnes qui avaient entre 12 et 25 ans, j'en ai touché 32, et dans ces 32-là, il y en a 3 compliqués. Bah, vous ne pouvez pas le faire avec un 4x3 dans la rue. Par contre, vous pouvez le faire sur Internet, et c'est là tout l'enjeu. Donc là, ça va se faire uniquement sur les réseaux sociaux, et sur Facebook en particulier. Et on va pouvoir se rendre compte, par exemple, bon là, on a une campagne qui est active. Donc on a une campagne, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble si vous voulez. C'est galère, hein. C'est là qu'on crée les posts qui vont être publiés dans votre fil d'actualité. À l'époque, en fait, le post était foutu dans votre fil d'actualité. Et vous imaginez que votre écran, il est là. Et votre fil d'actualité, c'est tout ça. Il traverse votre écran. Avant, on était comptabilisé, on payait au moment où la pub arrivait dans le fil, peu importe si elle passait devant l'écran. C'est plus le cas aujourd'hui avec la mise à jour de l'algorithme de Facebook au début de l'année. Maintenant, on paye seulement quand ça passe sur l'écran de l'utilisateur. Donc c'est encore plus précis qu'avant. C'est juste pour vous de savoir. Bon là, c'est pas les résultats les plus beaux du monde, hein. Pourtant, on est quand même à 2 centimes du clic, ce qui est du résultat, pour des vues de plus de 10 secondes. Et on a dépensé que 7 euros pour atteindre du coup 300 vues de plus de 10 secondes et 3000 personnes, enfin 2500 personnes. C'est pas des résultats de ouf, ça, hein. On a moyen de faire beaucoup mieux, mais bon là, globalement, il n'y a pas d'objectifs commerciaux derrière. Il n'y a pas besoin de mettre des budgets, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à faire des gros A/B testing, etc. Encore une fois, il faut se mettre en cohérence avec ses objectifs business derrière. C'est quoi un budget cohérent? Le meilleur des budgets, c'est 5 euros au début et c'est valable pour tout. Tu commences toujours avec 5 euros sur 2 segments, A et B, et tu vas tester ton audience, tu vas tester tes pubs, et en fait tes 5 euros, bah, finalement ça va faire 40, 50, 60, mais ça va être 5 euros par pub. Et du coup, ça va pas te coûter très cher de tout tester. Tu vas le faire sur une durée de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois maxi, suivant. 5 euros, c'est touché une personne. Ah bah ça dépend. Là, tu vois, on a touché 3000 personnes avec 7,20 € sur une vidéo. Pour un taux de résultat de 10%, c'est franchement dégueulasse. Combien de transfo qui est Euh, considéré comme correct? Correct, c'est quand tu commences à faire du 30%. 30%, t'es bien, tu vois. Je sais pas, là par exemple, on a touché 38 000 personnes et on a fait 7200 vues vidéo pour 200 € dépensés. Ça te donne un aperçu, tu vois. Et on était à 3 centimes. Regarde, on est à 3 centimes de la vue vidéo, des 10 secondes de vue vidéo. Sachant que globalement, les vidéos aujourd'hui, il faut qu'elles fassent moins d'1 minute, qu'elles soient au format carré, qu'elles soient sous-titrées. Faut que vous pensiez à tout ça quand vous faites une vidéo et que vous la postez, et encore plus quand vous en faites une publicité et que vous mettez de l'argent dessus et que vous avez un objectif business derrière. Donc, mais voilà, la vidéo est passée devant 56 000 personnes et il y en a 38 000 qui ont vraiment vu. Il y en a 7 000 qui ont pris le temps de la regarder. Entre la portée et le résultat, en fait, l'impression, c'est ce que je te disais tout à l'heure. L'impression, c'est quand il est dans le fil d'actualité. La portée, c'est quand il passe dans l'écran. Et la vue vidéo, c'est à partir de 10 secondes. C'est comme sur YouTube. Quand tu as regardé plus de 10 secondes la vidéo, tu es compté comme une vue vidéo. Et en fait, tu es décompté sur la vue vidéo à cet endroit-là.
Mais globalement, sur les 8 campagnes, on se rend compte que pour 300 € dépensés, on a quand même une portée qui est franchement pas mal. 53 000 personnes de touchées qui ont vu les messages. On voudrait faire ça avec un 4x3 dans Paris. Bah, les 53 000 personnes, c'est peut-être ce que nous fait notre 4x3, mais il ne nous le fait pas à la même vitesse, il ne nous le fait pas sur les segments qu'on lui demande. Il le fait sur tout et n'importe quoi, et on n'a pas le retour, on n'a pas les vérifications. Donc il y a vraiment du potentiel et des choses à exploiter là-dedans, quoi, globalement. Quand on crée une pub, ce qui est intéressant de faire au début, donc c'est de bien choisir son objectif. Vous pouvez avoir des objectifs de conversion, de considération ou de sensibilisation. Voilà, globalement, là, l'objectif de portée, c'est juste, on veut dire, le message est passé. On a juste vu ça passer. Notoriété de marque, c'est pareil, c'est juste un like sur votre page ou sur votre post. Bref, rien de très spécial. Considération, ça va être, par exemple, je vais remplir le formulaire directement sur Facebook. Facebook propose des formulaires en publicité et vous pouvez les remplir vous pouvez les proposer à vos utilisateurs de manière à ce qu'ils remplissent une inscription pour un événement, pour une newsletter, peu importe. Et en fait, en fonction de votre objectif, vous allez être décompté différemment, vous allez être facturé différemment. Là, vous êtes facturé à la portée. Sur les vues vidéo, on est facturé aux vues de plus de 10 secondes. Sur les générations de prospects, on est facturé au moment où le mec a cliqué, a vu le formulaire, mais on ne sait pas s'il l'a rempli ou pas. Après, on a l'information de savoir s'il l'a rempli ou pas en fonction de récupérer les données. Mais on est facturé au moment où le mec a cliqué sur le formulaire et il l'a vu. On a la possibilité de faire de la pub directement dans Messenger aujourd'hui. Et par exemple, des conversions derrière, on va aller chercher des outils de tracking qui vont nous permettre d'aller chercher des courbes comme celle-là. Et du coup, de se rendre compte exactement de ce qui se passe étape par étape. Là, on a 3 pages. On a la page d'accueil, on a un formulaire Typeform et on a un formulaire de réservation d'appel. Ça, c'est ce qu'on avait fait avec la startup dans laquelle j'étais, juste avant, quand on a commencé à craquer l'acquisition. On arrivait à récupérer de la demande grâce à ça. On faisait de la pub sur les réseaux sociaux et notre tunnel de vente, notre process de vente, il était assez simple. On a besoin de mettre en relation des gens, une entreprise avec un community manager. L'entreprise, elle ne sait pas ce que le community manager peut faire. Le community manager, lui, il cherche des missions, mais il ne sait pas où chercher. Et donc, on s'est adressé aux entreprises, on leur a dit, nous, on peut vous l'expliquer. Et le meilleur moyen qu'on a trouvé, c'était de les prendre au téléphone. Donc, il nous aurait fallu des salles grandes comme celle-là, il nous en aurait fallu 10 pour toucher la France entière avec que des mecs au téléphone. Mais mais pour que les mecs au téléphone, ils aient des gens qui comprennent ce que c'est que le community manager, pourquoi, en fait, si on veut que nos commerciaux ils fassent du bon travail et qu'ils ne perdent pas leur temps, il faut qu'en amont, on ait fait de la publicité qui soit pertinente et qu'on ait demandé aux utilisateurs de faire des actions qui soient pertinentes pour les commerciaux, qui vont juste venir pousser sur les 20 derniers pourcents de la vente, ils vont juste venir pousser l'utilisateur à dire c'est bon, j'ai la solution qu'il vous faut, je vous envoie un devis, bougez pas, machin, etc. Et avant ça, on a besoin de passer par ce genre d'étape. Et du coup, sur la page d'accueil, on présente la solution, globalement, une proposition de valeur unique. On leur dit, voilà, vous allez réussir sur les réseaux sociaux grâce à nous, et on va vous trouver un community manager qui vous correspond et qui va parler avec les bons codes de communication auprès de votre communauté. Là, derrière, sur le Typeform, c'est l'aspect considération du client. On est à votre écoute, on vous pose plein de questions, on veut savoir qui vous êtes, quel est votre projet, quels sont vos objectifs, quel budget vous avez, c'est quoi la temporalité de réussite sur les réseaux sociaux de votre entreprise, etc. Et derrière, on leur propose de prendre un rendez-vous téléphonique. Ce qui fait que moi, derrière, je recevais dans mon agenda directement des rendez-vous que les gens avaient pris en étape 3. Et du coup, mon calendrier était booké toute la semaine parce que j'avais décidé de laisser tel créneau horaire pour prendre des gens par téléphone. Et les gens, ils enregistrent le créneau horaire, ils prennent rendez-vous avec moi directement sans que j'ai besoin de les connaître une première fois. Et le premier contact qu'ils ont avec le service, une fois qu'ils sont passés sur le site, qu'ils ont rempli ça, c'est une personne humaine qui va leur faire la vente. Ils ont compris la solution, ils ont découvert le produit, ils savent ce que c'est, ils en veulent, ils ont rempli des formulaires, ils ont rempli des actions, ils ont dit oui j'en veux, ça m'intéresse, je ne sais pas comment faire mais ça m'intéresse. Et ils attendent juste qu'il y ait quelqu'un qui leur dit vous pouvez le faire. Et c'est cette histoire de courbe d'adoption de l'innovation. Soit vous avez des innovateurs au début, des gens qui vont quoi qu'il arrive
quoi qu'il arrive, ils vont tester, peu importe ce que ça coûte. C'est ceux qui font la queue aux App Store. Mais la plupart des gens, le mass market, ils attendent que quelqu'un leur dise de le faire. Et si c'est pas un ami, bah c'est un vendeur. Et donc c'est pour ça que c'est important de mettre de l'humain finalement dans un cycle digital sur un tunnel de prospection. Parce que du coup, ça vous permet d'avoir des taux de conversion qui sont très intéressants. Et derrière, de faire de la moula, évidemment. Donc l'idée, voilà, c'était juste de vous présenter la possibilité de faire ce genre de tunnel. Ça, vous pouvez le faire directement avec le pixel dans Facebook. Et bon, ça, c'est les premiers résultats qu'on a eus. Derrière, on les a augmentés, évidemment. Mais c'était loin d'être dégueulasse pour des premiers résultats. On avait 33% de gens qui, de la page d'accueil, cliquaient pour remplir le formulaire. Et encore 20% qui continuaient pour prendre un appel. Ce qui faisait quand même de l'apport de leads, je pense que sur un mois, c'était 50 leads au mois. Ce qui est pas mal. Ce qui fait des journées assez remplies, des fois. Avec 3-4 personnes au téléphone, 3-4 clients, 3-4 propositions commerciales à envoyer. Quand vous avez réussi à automatiser ça sur votre site internet, sur votre produit, sur votre startup, dites-vous que finalement vous avez un actif et que, ok, améliorer votre produit c'est sûr, mais vous avez quelque chose déjà. Et ça, c'est des métriques qui prouvent la réussite en fait, tout simplement. Le Typeform, c'est directement avec le Business Manager. Non, Typeform c'est un outil tiers. Pareil, On ça. redirige, en fait, on fait la pub, on redirige vers le Typeform et après. Exactement. Tu fais une petite pub sur Facebook. Quand tu cliques dessus, ça emmène sur une autre page. Cette page, c'est une page que tu as hébergée sur ton site, ou alors c'est la page Typeform. Et la page Typeform, en fait, elle prend toute la page toute la taille de l'écran. Et puis, tu vois ce que c'est Typeform. Après, derrière, tu as le formulaire un peu animé en JS, etc. Parce que maintenant, sur Facebook, tu as la partie Oui, tu as ça aussi. En fait, du coup, les outils évoluent. Donc, on trouve des solutions à certains moments qu'on trouvera d'autres autrement derrière. On ne pose pas toujours les mêmes questions non plus dans les formulaires. Facebook pourrait réduire simplement son champ de caractères, son nombre de réponses, peut-être pas toutes les mêmes fonctionnalités, alors que sur Typeform, maintenant, tu peux même faire l'achat, le paiement. Si tu dis, vous aurez un audit, je vous prends 30 minutes au téléphone, un audit gratuit, et vous aurez derrière un livrable, ce livrable, tu peux tout de suite le facturer grâce à Typeform. Je ne suis pas sûr que ce soit fait sur Facebook pour l'instant. Donc voilà, globalement. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer en mode de questions-réponses. Parce que j'ai dû passer vite sur plein de choses. Donc si vous voulez, si vous avez des questions. Juste détail, 17,9%, c'est 17,9% peut-être 32%, c'est 17,9% du total. Non, c'est 17% du Enfin, du 32, je crois, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Non, regarde, à gauche. À gauche, tu as la même. T'as une seule. Donc c'est le total, c'est 17% du total, ouais, du trafic initial. Ouais, mais ça compte pas là, si tu regardes bien, ça ne matche pas avec la ligne du vent. Ouais. C'est pour ça que je pense que ça doit vraiment être. Ah, t'as peut-être raison, ouais. Ouais, je sais pas. Et qu'au final, ça te donne 5,88%. C'est ça. Taux de conversion global. Mais c'est de A à Z, on a 5%. Mais, mais entre la première page et la deuxième, on a 32 quand même, tu vois. Finalement, c'est juste finalement, si tu arrives à avoir 50 leads avec 5% de conversion globale, si tu avais 10% de conversion globale, ça te ferait 100 leads sur le mois. D'où l'utilité derrière d'avoir ce framework AARRR et de vérifier chaque étape. Et là, on pourrait se rendre compte que, par exemple, il y a un trop gros gap ici entre l'acquisition et l'activation. Et là, finalement, on est déjà dans la rétention. Le mec, il veut nous avoir au téléphone, il a pris rendez-vous avec nous, il veut rester avec nous, il veut nous voir. Donc, on a vraiment les 3 étapes, acquisition, activation, rétention. Voilà. Des questions ou pas? Est-ce que ces outils, là, ce que tu nous as montré, c'est Facebook, du coup, j'imagine Insta aussi. Ouais. Tu en utilises d'autres sur d'autres d'autres plateformes, genre Twitter, ce genre de choses? Alors, Ça existe de la même manière? ça existe de la même manière, ouais, sur LinkedIn. Donc, tu as le LinkedIn Pro qui s'appelle Sales Navigator, qui lui s'occupe pas de faire la publicité, mais qui te permet de faire de la prospection. Donc, pareil, tu peux injecter ton fichier prospect,
Tu peux faire du ciblage par type d'entreprise, tu peux le faire par poste, tu peux le faire par âge, par région, localité, etc. Mais tu as aussi la plateforme publicitaire LinkedIn, Twitter. Instagram, c'est directement dans le Facebook, Ouais, maintenant, voilà, c'est matché. Snapchat, tu peux faire aussi. Ah Tu ouais? peux faire de la publicité dans les stories sur Snapchat. Ouais, bah, Du coup, en fait, tu as toujours. En c'est fait, pareil, même principe, t'as un outil en ligne gratuit. exactement, à chaque fois. Bah ouais, pourquoi c'est gratuit les outils de statistiques comme celui-là? C'est qu'en fait, ils font de l'argent sur les annonceurs. Facebook, c'est gratuit pour tout le monde, sauf pour les personnes qui veulent faire de la pub dessus. Donc forcément, ils vont faire un outil gratuit pour les personnes qui vont payer leur service, quoi, tu vois. Et ça, c'est valable sur, sur tous les réseaux sociaux quasiment. Il y a peut-être que Pinterest, et encore, j'en sais rien. Franchement, c'est celui dont je m'occupe le moins. Ouais. Foursquare, Ouais, bon, ça. Google+. Ça, c'est de la vanne, ça. C'est D'accord, ok. vraiment, ça fait rire à chaque fois. Mais enfin, voilà, quoi, globalement. Ok. Je peux retourner Le slide? Ouais, carrément. Tu peux arrêter l'enregistrement des vidéos si t'as fini. Est-ce qu'il reste des questions du coup?